Il fallait qu'on vous parle de la Chine, la croissance chinoise. Pourquoi? Parce qu'on nous la vend comme étant en V. Certains y croient, d'autres un petit peu moins. Et cette nuit, on a eu ce chiffre sur la consommation qui était un petit peu en berne depuis 7 mois, qui était en baisse, hein, dans le rouge, et qui, pour la première fois depuis donc 7 mois, au mois d'août, est en hausse. Voilà, qu'est-ce qu'il faut en déduire? On en parle avec vous, Frédéric, bonjour. Bonjour. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Donc vous faites partie de ceux qui sont depuis un petit moment déjà clairement positifs, hein, sur la Chine. Mais l'interrogation, c'est de savoir si tous les moteurs de l'économie chinoise sont allumés. Les exportations, d'ailleurs, ça peut paraître bizarre, mais ça se passe bien alors que la demande mondiale est quand même un petit peu atone, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant, il faudra m'expliquer d'ailleurs comment est-ce qu'elles tiennent aussi bien et comment elles sont en croissance. J'ai les chiffres de 9,5% en rythme annualisé au mois d'août. Et il y avait cette interrogation sur la consommation chinoise. On est un peu rassuré cette nuit par les chiffres du mois d'août parce que la consommation, 7 mois dans le rouge, pardon, c'est pas de la reprise en baisse. Hein. Oui, et surtout qu'en Chine, en fait, ça vous contrarie, ça, hein. La baisse de la consommation avait été particulièrement forte. Hein. Souvenez-vous, hein, les mesures de confinement en Chine ont été beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus suivies qu'en Europe et aux États-Unis. Et si on a eu une baisse de la consommation de autour d'une vingtaine de pourcents dans beaucoup de pays développés, en Chine, ça a été moins 50% à un moment donné. Donc vraiment, les gens restaient chez eux, ne consommaient plus. Ensuite, il y a eu les mesures, le déconfinement, les mesures qui ont été mises en place. Alors, ce confinement très sévère a permis quand même à l'épidémie de reculer très notablement. Et aujourd'hui, la Chine est capable d'ouvrir beaucoup plus les mesures de confinement. Et je lisais récemment qu'on avait notamment une fréquentation des cinémas de l'ordre de 90%. Moi, ce que je lisais, c'était qu'essentiellement, oui, les magasins de luxe continuent de bien vendre leurs sacs, d'accord, mais ça ne touche pas le Chinois moyen qui, lui, gagne 130 euros par mois. Alors, évidemment, si vous gagnez 130 euros par mois, mais en termes de variation annuelle, malgré tout, en agrégé, aujourd'hui, eh bien, le consommateur chinois est de retour. Alors, c'est toujours la consommation de luxe, des BMW, bien sûr, des sacs LVMH. Bien sûr. Et on a... alors, depuis le début de l'année, on reste plutôt sur des niveaux très négatifs. De mémoire, c'est autour de moins 8, moins 9%. Donc, ça reste de janvier à aujourd'hui, sur la consommation, les ventes de détail, pardon, de biens. Mais sur un an, on revient modérément positif. Ça montre que, eh bien, c'était un petit peu le moteur en retard, hein, parce qu'on avait effectivement du côté de la production industrielle déjà des très très bons chiffres. Et là, ils ont encore surpris à la hausse. Hein. On attendait plus 5,1, on a eu plus 5,6, donc une production industrielle qui a repris fortement. Pourquoi? Poussée par les banques, hein, qui font crédit, et puis par aussi le développement des infrastructures, les différentes mesures qu'a pris le gouvernement chinois, mais qui ont été plus orientées production industrielle à l'époque que consommation. Donc c'était le risque. Hein, sur la croissance chinoise, on dit OK la production industrielle, mais est-ce que la consommation va suivre? Et aujourd'hui, on a plutôt des bonnes nouvelles. Cette fragilité sur la consommation chinoise, elle est levée aujourd'hui après 7 mois de baisse, encore une fois? Alors on est encore très en dessous de la tendance. Hein. Si vous êtes à 0% à peu près, très légèrement positif, si nous sommes à 0% sur la Chine sur un an, il ne faut pas oublier que normalement la consommation chinoise, et les ventes de détail vont suivre à peu près, hein, sont assez proches de la consommation, c'est plus 10% par an. Donc on a quand même encore, par rapport à la tendance, un retard assez important. Mais bon, voilà, le consommateur revient. Rien ne dit qu'on retrouve je pense qu'une partie des croissance tendancielle de 10% de la consommation. Alors, on va probablement retrouver la croissance de la consommation. Plus 0,5%. Voilà. Alors, on repasse au-dessus de la ligne de flottaison. On repasse au-dessus de la ligne de flottaison, mais la tendance est là. Probablement, on va revenir sur un rythme autour de 10% par an. Mais évidemment, on ne va pas forcément rattraper tous les cinémas et tous les théâtres et tous les restaurants dans lesquels le consommateur chinois n'est pas allé. Il restera probablement à terme une épargne en fait. Donc quand on nous vend, et vous aussi, cette reprise en V en Chine, pour laquelle j'avais un doute honnêtement, sur la partie consommation, pour vous justement ce moteur-là est en train de s'allumer même s'il ne va pas vrombir tout de suite. Voilà, ce moteur-là s'allume, c'est en train de revenir. On a eu des mesures assez importantes, fiscales, monétaires, et puis surtout en fait l'épidémie a très très clairement reculé en Chine. Les statistiques épidémiques sont plutôt excellentes, donc les gens ressortent, consomment de nouveau, et puis pendant ce temps-là, eh bien les entreprises, notamment étatiques, ont quand même
maintenu un niveau d'emploi plutôt correct. Et donc, au fond, les revenus sont restés relativement insensibles à la crise. Quand on regarde juste export et import, on reste quelques secondes là-dessus, comment on explique encore une fois ce rebond des exportations chinoises alors que la demande mondiale se tasse du fait de la pandémie? Pardon, mais c'est assez... Ils vendent quoi là? Alors, il y a des effets de court terme. Hein, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui, il y a eu confinement, on déconfine, il y a tout un effet de rattrapage. Il faut aller acheter des produits. Alors, il y a des entreprises qui restockent à l'étranger, qui rachètent. Voilà. Alors, il y a eu aussi une partie de produits sanitaires. Hein, on a importé notamment beaucoup de masques et de choses comme ça, donc produits sanitaires, et puis aussi en Chine beaucoup de produits technologiques. Et comme vous avez pu le voir, la technologie, en règle générale, c'est plutôt bien porté. Hein. Les entreprises, notamment de l'Internet, ont été soutenues, et donc la demande technologique, elle a été relativement solide. Et puis enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a probablement un effet retard, c'est-à-dire que vous prenez par exemple des enquêtes auprès des entrepreneurs, et vous apercevez qu'il y a peu de stock. En regard de la demande aujourd'hui. Donc on peut avoir quand même une certaine continuité de cet effet qui à la fin restera temporaire, hein, qui est lié à l'épidémie, mais ça peut durer encore un petit peu. Sur les importations en valeur, j'ai les chiffres du mois d'août, moins 2,1%. C'est quand même la preuve que la demande intérieure n'est pas spécialement beau fixe. Oui, alors au total, aujourd'hui, si on prend les premiers mois de l'année, évidemment, on a une croissance qui est en berne. Hein. Vous avez une production industrielle depuis le début de l'année qui est quasiment à tonne. Hein. Là, les plus 5 et quelques, c'est sur un an. Vous avez une consommation qui a baissé. Donc, naturellement, avec le confinement entre le premier et le deuxième trimestre, vous avez quand même au total, en agrégé sur les premiers mois de l'année, un effet récessif. C'est en train de rebondir. Et nous, on estime que la croissance chinoise sur l'année devrait être à peu près autour de plus 2%. Donc, c'est un des rares pays qui va s'en sortir de façon positive, mais le vrai rattrapage sera l'année prochaine. Ils arrivent de 6-7% en même temps de croissance. Voilà, alors oui, en termes de différentiel, c'est quand même à peu près moins 4, hein, il faut le reconnaître. Donc, si on devait résumer, Frédéric, les moteurs qui sont allumés, l'investissement public. L'investissement public très clairement allumé là aujourd'hui. C'est surtout ça. Ah oui, oui. L'investissement public qui soutient, avec Pékin qui est derrière, les vannes du crédit, les projets d'investissement, les infrastructures. Derrière, donc, l'investissement privé, les exports, et en dernier moteur, on met les consommateurs. Les consommateurs qui sont en train d'arriver. Les autorités chinoises ont plus, je dirais, appuyé sur l'offre, en fait, sur la dynamique de production, beaucoup plus que sur les mesures de consommation. À contrario, par exemple, des États-Unis qui ont fait des chèques très, très importants aux ménages américains. Et on voit que la consommation américaine a récupéré très, très rapidement, alors que la production, elle, est plutôt en retard. Donc, c'est quand même, tous ces schémas-là sont extrêmement dépendant de deux choses. D'une part, la gestion de l'épidémie, est-ce qu'on en est sorti ou pas? Et d'autre part, le type de mesures fiscales et monétaires qui ont été mises en place et ça, qui ont été le choix des différents gouvernements. L'ironie du sort, en fait, on l'a déjà dit, je pense, c'est que tout l'épicentre de la pandémie vient de là-bas et qu'au final, il redémarre plus vite que nous. Quels sont les risques qui pèsent sur, encore une fois, ce scénario qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde? Enfin, je ne sais pas dans quel pays on voit vraiment du V, même si... vous allez trouver ça dans les pays de la région, je pense, au Taïwan, Hong Kong, dans la grande Chine en général. Dans le sillage de la Chine. Mais dans le sillage de la Chine. Mais en général, la Chine est clairement en avance hein, sur le cycle économique. Les risques aujourd'hui sont pas tellement internes, selon nous, hein, puisque il y a toujours un risque. Là, pour l'instant, de nouveau, il y a moins de contraintes sociales, moins de confinement. On peut toujours penser qu'il peut y avoir un retour de l'épidémie. Une ville chinoise qui était reconfinée pour 3 cas. Hein. Voilà, donc ça peut, il y a toujours ce risque-là. On voit bien qu'on maîtrise assez mal aujourd'hui les données de l'épidémie, mais je dirais il semble que la Chine, en tout cas, soit le pays un peu le moins à risque dans le monde de voir une deuxième vague très sérieuse. Et puis le risque, c'est la demande externe. Donc c'est vrai qu'il y a eu ces besoins en produits technologiques, ce rattrapage et puis ce besoin en produits sanitaires. Mais au fond, le risque pour la Chine, il va être concentré essentiellement aux États-Unis, en Europe. Aux États-Unis, risque donc de falaise fiscale. À la fin du mois de septembre, l'échec s'arrête en grande partie. Est-ce que les démocrates et les républicains vont se mettre d'accord? Je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de désaccords aujourd'hui et je vois mal les démocrates faire un chèque à Donald Trump qui l'aiderait au fond à être réélu. Donc attention à la falaise fiscale aux États-Unis. Puis en Europe, l'épidémie qui est en train de croître fortement, de faire rage. Et donc là, quel va être l'impact économique? Est-ce qu'on va reconfiner? En quelle mesure? Ça va être une question aussi.
Bon, en tout cas, on prend ça avec joie de voir qu'effectivement la consommation repart en Chine comme une bonne nouvelle, puisque ça reste un des moteurs quand même de la croissance dans le monde. Merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci. Merci.